Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, l'accord de paix centrafricain fragilisé. Un des principaux groupes armés du pays, le 3R, a annoncé vendredi 6 juin qu'il suspendait sa participation à l'accord de paix qu'il avait signé le 6 février 2019 avec le gouvernement centrafricain et 13 autres mouvements rebelles. La défense de la milliardaire angolaise Isabel dos Santos lance une riposte contre les enquêtes qui la visent dans son pays. La fille de l'ancien président angolais est notamment accusée de détournement de fonds publics, accusations fondées sur des informations inexactes selon ses avocats. Et puis, malgré la mise en garde de l'Organisation mondiale de la santé, le Niger fait partie des pays qui ont décidé de poursuivre le protocole incluant la chloroquine associée à l'azithromycine dans le traitement des patients atteints de coronavirus. En Centrafrique, le groupe 3R suspend sa participation à l'accord de paix signé le 6 février 2019. Une annonce faite par le chef du groupe, Sidiki Abbas, ce vendredi 5 juin, et ce malgré la mise en garde de l'ONU. Une décision qui laisse ainsi craindre une montée des violences dans le pays, toujours en proie aux exactions. Le point avec Kamesh Katapoulé et Aïssa Toubari. En Centrafrique, l'accord de paix demeure très fragile. Vendredi 5 juin, le groupe 3R, Retour, Réclamation et Réhabilitation, a annoncé la suspension de sa participation à l'accord de paix signé le 6 février 2019. Un accord conclu entre le gouvernement du président Faustin Archange Touadéra et 14 groupes armés. L'annonce a été faite par Sidiki Abbas, le chef du groupe, dans un communiqué. Le mouvement 3R décide de la suspension de toute sa participation aux organes de mise en œuvre de l'accord de paix. Je demande à mes hommes de répliquer avec la dernière force en cas d'attaque contre nos bases. En revanche, le groupe 3R réaffirme son engagement irréversible dans le processus de mise en œuvre de l'accord de paix si les menaces, les provocations cessent. Cette décision du groupe 3R laisse ainsi craindre une montée des violences généralisées dans le pays alors que la prochaine élection présidentielle est prévue en décembre 2020. Mercredi 3 juin, la mission des Nations Unies en Afrique avait pourtant mis en garde Sidiki Abbas contre sa tendance expansionniste dans d'autres parties de la région. Un avertissement qui laisse planer la possibilité d'une violation de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en Centrafrique. Les accords de paix n'ont jamais été respectés par les groupes armés en République centrafricaine, que ce soit Sidiki, Ali Daras, Al-Khatim et autres. Les exactions ont continué de sévir à l'intérieur du pays. On se souvient des massacres sur les populations dans la région de Luampende, entre Bokaranga et Bozoum. En tout cas, les accords de paix n'ont été qu'un dupe. Et je ne comprends pas que la communauté internationale continue à soutenir l'accord de paix. On a légitimé, si vous voulez, en Centrafrique, avec cet accord de paix, l'existence des bandes armées. Preuve de la fragilité de cet accord, la Centrafrique est toujours en proie aux exactions. En mai 2019, soit 4 mois après la signature de l'accord, 46 civils avaient été tués par des combattants des 3R à Paoua, dans le nord-ouest du pays. Les avocats d'Isabel dos Santos montent au créneau. Ils dénoncent des allégations fondées sur des éléments inexacts dans l'affaire qui vise en Angola la fille de l'ancien président José Eduardo dos Santos, poursuivi pour corruption dans le cadre de ses fonctions de PDG de la Sonangol, l'entreprise pétrolière nationale. Zahra Mohamed Moutiou et Ange Nomenio. Un procès injuste. Isabel dos Santos, la puissante femme d'affaires angolaise, contre-attaque par la voix de ses avocats. La fille de l'ancien président José Eduardo dos Santos est toujours formellement accusée dans son pays de détournement de fonds, blanchiment d'argent, trafic d'influence, abus de biens sociaux et faux en écriture. Mais pour la défense, le dossier est vide et demeure sans fondement. Isabel a été visée par un tsunami d'allégations venues d'Angola sur la base de documents secrets. C'est manifestement injuste et inexact. Elle n'a jamais eu la chance de se défendre. Une ligne de défense qui se met en place pour la femme la plus riche d'Afrique, dont les avocats interrogent également la procédure engagée par la justice angolaise. Les avocats remettent notamment en cause l'acte d'inculpation émis en janvier 2020, auquel ils déclarent n'y avoir pas eu accès. À partir du moment
moment où il y a un acte d'inculpation, pour respecter les droits de la défense, le dossier pénal doit être mis à la disposition des avocats de la prévenue, en tout cas. Donc il appartient donc aux avocats de Madame Isabelle dos Santos de faire la demande du dossier pénal de Madame Isabelle dos Santos pour savoir précisément quels sont les chefs d'inculpation retenus contre elle. De son côté, la justice indique son intention de ne pas revenir sur la question de la validité de la procédure. Entre 2016 et 2017, Isabelle dos Santos, alors à la tête de la Sonangol, aurait entre autres transféré illégalement plus de 35 millions de dollars sur des comptes ouverts dans sa banque pour des sociétés offshore, selon l'enquête coordonnée par le consortium international de journalistes d'investigation. Dans l'actualité également, ouverture du procès de Lamine Diack ce lundi 8 juin au tribunal de Paris en France. Le parquet national financier accuse l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme d'avoir obtenu 3,45 millions d'euros auprès d'athlètes russes soupçonnés de dopage afin de dissimuler les allégations et leur permettre de continuer à participer aux compétitions, notamment aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Lamine Diack nie ces accusations jugées sans fondement par ses avocats. Il a dirigé la FIA de 1999 à 2015. Il est assigné à résidence à Paris et risque une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans. Papa Massata Diack, le fils de Lamine Diack, et 4 autres acteurs présumés du pacte de corruption russe sont également poursuivis dans cette affaire. Le Sénégal a refusé d'extrader Papa Massata Diack, qui travaillait comme consultant en marketing pour la FIA. Il est également accusé de blanchiment d'argent, de corruption et d'abus de confiance selon l'acte d'accusation. Il sera donc jugé par contumace. Les autorités nigériennes ont décidé de poursuivre la prise en charge médicale des malades atteints de la Covid-19 à travers le protocole basé sur la chloroquine associée à l'azithromycine. Ce malgré la publication récente d'une étude concluant à leur inefficacité contre cette pandémie. C'est avec ce traitement que le Niger enregistre à cette date 837 guérisons sur les 959 patients testés positifs. L'OMS recommande cependant la suspension de ce protocole. Reportage de notre correspondant Sadoualizé Mokhtar. Le gouvernement nigérien a décidé de poursuivre le traitement des malades atteints de Covid-19 à travers le protocole basé sur la chloroquine associée à l'azithromycine. À l'opposé des recommandations de l'OMS qui a préconisé la suspension de son utilisation, adoptée depuis le début de la pandémie au Niger en mi-mars 2020, sur la base des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ce protocole qui a déjà fait ses preuves demeure à la date d'aujourd'hui la seule alternative pour le pays selon le gouvernement. Nous avons soumis cette question aux experts et après étude, après concertation, ils ont fait la proposition au gouvernement de maintenir ce protocole grâce auquel aujourd'hui on est à 813 cas guéris sortis. Le 25 mai 2020, l'agence onusienne a émis de nouvelles recommandations qui portent sur la suspension temporaire des essais de l'hydroxychloroquine, un médicament contre le paludisme et utilisé comme traitement du coronavirus. Selon l'OMS, c'est par mesure de précaution et en raison des craintes pour la sécurité sanitaire. Le Niger fait partie aujourd'hui des 4 pays où nous avons un taux de guérison très élevé. Donc, vous voyez, ça dépend vraiment des pays. Tant que le pays constate que l'utilisation de la chloroquine a un effet vraiment positif, donc c'est normal que le pays continue à l'utiliser. Au Niger, la situation de la pandémie continue à s'améliorer. À la date du 1er juin 2020, sur 958 cas déclarés positifs au Covid-19, 844 personnes sont guéries et 44 actuellement en cours de traitement. Un nouveau décès a été enregistré, ce qui porte à 65 le nombre total de victimes officielles du Covid-19 au Niger.
Le génie congolais au service de la lutte contre le coronavirus, des chercheurs de la société Challenge Futura, de la Fondation congolaise pour la recherche médicale et de l'université Marien Gouabi, inspirés par un inventeur espagnol, viennent de mettre sur pied un respirateur artificiel made in Congo. Objectif, sauver des vies en cette période de Covid-19. La maladie qui touche 683 personnes au Congo a déjà fait 22 morts. Santé toujours avec le Kenya qui va bénéficier d'un appui financier de 900 milliards de shillings pour l'acquisition de vaccins. Le pays fait partie d'un programme vaccinal destiné à 300 millions d'enfants dans des pays en développement contre des maladies telles que la rougeole, la polio et la diphtérie d'ici la fin de 2025. Les précisions de Nathalie Mo. Le Kenya sera à l'abri d'une pénurie de vaccins au cours des 5 prochaines années. Le pays sera l'un des principaux bénéficiaires d'une enveloppe de 900 milliards de shillings levée par des donateurs internationaux. Le financement aidera à vacciner 300 millions d'enfants supplémentaires dans les pays à faible revenu comme le Kenya contre des maladies comme la rougeole, la polio et la diphtérie d'ici la fin de 2025. Une étude menée au Kenya en 2019 a montré qu'il y a près d'1,439 millions d'enfants et le taux de couverture vaccinale se chiffre à environ 80 à 90%. Cette subvention pourrait permettre au pays d'inclure davantage de vaccins dans le cadre du programme élargi de vaccination. En 2019, le Kenya a connu une pénurie de vaccins essentiels contre la polio et la rougeole, un problème attribué à une mauvaise distribution. Actuellement, le taux de couverture vaccinale du Kenya est d'environ 80% après être passé d'un minimum de 12 ans à 63% en 2017 selon le ministère de la Santé. Nous pouvons ainsi obtenir un taux de couverture vaccinale qui dépasse les 90%. Par contre, il serait intéressant d'investir dans le renforcement des capacités. De cette façon, au terme de ce programme quinquennal, le pays pourra maintenir les structures de vaccination qui auront été mises en place. Le Kenya a participé au sommet mondial sur les vaccins le 4 juin 2020. Une rencontre virtuelle organisée par le Premier ministre britannique Boris Johnson avec la participation de 52 pays. Promouvoir le tourisme national pour relancer l'industrie touristique malgache, tel est l'objectif annoncé par le ministre du Transport et du Tourisme Joël Randrea Mandranto pour venir en aide aux acteurs issus de ce secteur durement impacté par la crise du coronavirus. Une aide devenue urgente pour la Confédération du tourisme de Madagascar qui avait annoncé dans un communiqué que les entreprises ne pourraient plus payer leurs salariés à partir du mois de juin. Kamesh Katapoulé et Victoria Sedji. À Madagascar, l'heure est à la relance du secteur touristique. Lors d'une séance aux questions-réponses organisée à l'Assemblée nationale, le ministre du Transport et du Tourisme Joël Randrea Mandranto a annoncé vouloir promouvoir le tourisme national. Une mesure destinée à soutenir les acteurs de ce secteur sévèrement impactés par la crise sanitaire. Car actuellement, toutes les offres sont adaptées au marché international. Si nous arrivons à créer des offres adaptées au pouvoir d'achat des Malgaches, le tourisme national pourrait faire bouger les opérateurs touristiques. On pourrait par exemple développer l'hébergement chez l'habitant, les campings, des villages de vacances à moindre prix. Cela pourrait attirer plus de nationaux pour visiter un site touristique. Seulement, jusque-là, nous n'avons pas encore analysé les stratégies. C'est l'État qui est en charge d'adopter ces stratégies et le protocole sanitaire sur ce tourisme national. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, la Confédération du tourisme de Madagascar avait sollicité à plusieurs reprises le gouvernement pour un plan d'aide. Un plan devenu urgent pour un secteur qui comprend 44 000 emplois directs et 300 000 emplois indirects. La Confédération du tourisme avait en effet indiqué qu'à partir du mois de juin, les salariés ne pourraient plus être payés.
Et pour cause, beaucoup d'entreprises ne parviennent plus à couvrir leurs charges. Madagascar doit aussi essayer de se décentrer aujourd'hui de son tourisme, on va dire, traditionnel, historique, parce que la plus grande niche aujourd'hui au niveau des touristes, elle se situe principalement en France. Incontestablement, Madagascar doit tirer profit de sa position géostratégique, se tourner notamment sur les pays de l'Afrique de l'Est, où on sait qu'au niveau de la Corne de l'Afrique, il y a des économies dynamiques, où Madagascar peut capter des revenus importants, de revenus intéressants de classe émergente. Je pense notamment à des pays comme l'Éthiopie, également comme le Kenya. Et bien évidemment, il y a aussi le géant au niveau de l'Afrique australe, qui est l'Afrique du Sud. À l'initiative du chef de l'État Andry Rajoelina, un dialogue sera organisé la semaine prochaine avec les opérateurs du secteur privé. Une réunion qui devrait aborder le problème des salariés en situation de chômage technique. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.